J'accepte. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'école des femmes inspirantes, le podcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Carole. Bonjour Carole. Bonjour Ida, bonjour à tout le monde. Ravie d'être là. Ravie aussi. Merci d'avoir accepté cette invitation pour que nous ayons, comme à notre habitude, une conversation autour de ce terme que j'ai proposé à travers mon premier livre, Femme-S, toutes ces femmes uniques aux multiples facettes. J'ai envie de discuter avec toi de comment toi, tu perçois cette possibilité que nous avons de déployer nos facettes, de les découvrir peut-être même avant ça et puis aussi de les combiner de mille et une façons. Et puis, dans ces conversations, on a aussi l'habitude d'aller regarder les enjeux qu'il y a pour nous, les femmes, aujourd'hui, en ce Oui, début de 21e siècle. Et et donc, il y en a. ce sont ces points qu'on va aborder. Et en effet, oui, il y en a un certain nombre. Alors, justement, pour démarrer, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditrices pour te présenter aujourd'hui? Alors, donc, Carole Buge, j'ai eu un parcours un petit peu atypique et je pense que c'est aussi ce qui m'a conduit finalement à rejoindre l'école des femmes. C'est-à-dire que j'avais d'abord un parcours dans la mode, puis j'ai fait le choix de déménager pour pouvoir me consacrer à ma vie de famille. Je me suis beaucoup investie dans le milieu associatif à ce niveau-là. J'ai créé des associations. Je suis devenue présidente d'associations de soutien à la parentalité et aussi environnementale. Puis, j'ai rejoint à nouveau le monde du travail. J'accompagne les entreprises à la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne. Et voilà, en fait, toute ma vie, je n'ai pas pu m'empêcher de faire 10 000 choses à la fois. Tout m'intéresse et c'est vrai que ce programme s'adresse particulièrement, enfin ce qui m'a beaucoup touchée dans ce programme, c'est cet aspect multifacette que je pense bien incarné et que je trouve important d'expliquer aux autres femmes pour qu'elles puissent comprendre qu'elles ne sont pas que leurs lignes sur leur CV, mais que ça va bien au-delà, qu'elles ont plein de compétences, de soft skills à mettre en avant. Oui, je sais que c'est quelque chose en effet qui te tient énormément à cœur de permettre aux femmes de voir au-delà de finalement ce qu'elles peuvent faire aussi dans le travail, etc. Est-ce que tu veux nous en dire davantage sur cet aspect-là, sur ces femmes aux Oui, multiples facettes oui. et voilà, ce que tu entends par là? Justement, enfin, une des autres thématiques, ce sont ces femmes inspirantes. Et effectivement, il y a ces femmes inspirantes qu'on connaît toutes, Simone Veil, Olympe de Gouges, enfin, toutes ces personnalités. Mais en fait, si on regarde autour de nous, on a tous les jours l'occasion de rencontrer des femmes multifacettes. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des femmes qui embrassent plein de thématiques différentes et qui sont publiques, mais ces femmes multifacettes, c'est celles qui vont s'engager au quotidien pour améliorer la vie de famille, les associations, la vie dans l'école, etc., des causes qui leur tiennent à cœur. Donc, c'est plutôt ça que j'entends par l'aspect vraiment multifacette qui est… beaucoup ne s'en rendent pas compte, en fait. On a beaucoup échangé, beaucoup ne se rendent pas compte de la richesse que peut leur apporter le fait d'être aidant à un moment donné, de devenir maman ou de s'engager en tant que délégué des parents. Et c'est toutes ces richesses-là qui demandent à être mises à jour et intégrées par les femmes. Oui. Oui, parce que je t'ai entendu dire j'ai réintégré le monde du travail. Et juste avant, tu disais j'ai été présidente d'association, j'ai dirigé, enfin voilà, présidé plusieurs associations. Moi, j'ai pas entendu quelqu'un qui avait arrêté de travailler en vrai. Tu vois, à Non, travers en vrai, je crois qu'il y a tous très peu de ces femmes qui arrêtent engagements. vraiment de travailler, même si c'est travailler pour la famille. Enfin, on sait bien maintenant, beaucoup d'études ont montré à quel point cette charge mentale était énorme quand on était femme au foyer. Il y a même des études qui ont essayé de le transformer en coût de revient en fait, ou en gain pour la société, on va dire, de tout ce qui est assumé par une femme au foyer. Donc, oui, c'est un peu un mythe en fait, c'est CV à trop, je crois. C'est absolument pas la réalité des choses. Et ce qui est dommage, c'est que les femmes aient vraiment à se battre pour pouvoir réintégrer le monde du travail après s'être arrêtées, alors qu'elles ne se sont jamais arrêtées. Voilà. Ouais, tout à fait. Tu as le chiffre en tête de ce gain Du pour la salaire, société? Ouais. alors je me demande si ce n'est pas évalué entre 5 000 et 6 000 euros. C'est-à-dire C'est énorme. ouais,
entre le taxi, le soutien scolaire, l'entretien de la maison, les tâches administratives, aller au rendez-vous XY. Enfin, voilà, c'est vraiment énorme. Si on était embauché comme une super assistante familiale, oui. on serait très, très, très bien payé. C'est ça que tu es en On serait train de presque me dire. cadre, un bon cadre. On Oui, serait tout à très fait. cadre supérieur. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et Ouais. évidemment, moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé d'Elisabeth Badinter qui s'appelle Le conflit, la femme et la mère, hein, qu'elle avait Oui. publié en 2009. Et dans les Ouais. premières pages, vous pouvez lire juste les premières pages, vous aurez déjà un panorama voilà, vraiment impactant de son propos. Après, elle rentre dans les détails et c'est un livre qui est assez complexe. Mais en tout cas, dans l'introduction, elle y va avec une bombe en disant on a mis en place le congé parental dans les années 90 quand il y a un chômage de masse qui a commencé à se déployer de plus en Oui. plus, C'est un notamment avec outil. la première guerre du Golfe. Oui. Donc, du coup, il y avait un problème de concurrence sur le marché du travail Oui. entre les hommes et les femmes. Et Mm. donc, sous couvert d'une bonne intention de dire les femmes vont pouvoir s'occuper de leurs enfants, on va leur donner de l'espace et on va les payer pour ça, on a Oui. renvoyé, alors ça, c'est la vision qu'a Elisabeth Oui. Badinter, hein, Oui. donc on peut ne pas être d'accord avec ça, mais en tout Oui. cas, elle dit on a renvoyé les femmes au foyer en les payant, en les incitant par la paye. Mais là, elle dit on les payant combien? Un demi-SMIC. Alors, quand on se dit le congé parental, c'est un demi-SMIC et toi, les connaissances que tu as sur les Mm. statistiques disent c'est Mm. plutôt 5 000 à 6 000 euros, oh, on voit le gap juste énorme. En fait, c'est un fois 10, quoi, quasiment. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que les femmes, Mm. enfin, on l'a vu aussi pendant la crise du Covid, c'est vraiment une variable d'ajustement pour le monde économique. Très clairement, ben, on a vu en Arabie Saoudite, il y avait besoin de femmes, donc tout d'un coup, elles ont eu le droit de conduire. J'ai été en Égypte et les guides ont dit que les premières qui ont arrêté de travailler, c'était les femmes guides. Donc, oui, oui, il y a vraiment cet enjeu de se dire que malheureusement, les femmes restent une variable d'ajustement. Ouais, et ça a été la même chose aux États-Unis où il y a eu la fameuse grande démission, mais ce qu'on a moins dit, c'est que dans la fameuse grande démission, il y a eu la grande démission des femmes en septembre 2021, plus de 200 000. Je le dis dans mon deuxième livre, L'école des Oui, femmes dirigeantes de leur vie. En tout cas, c'est en plusieurs centaines de milliers de femmes, euh, parce que les hommes disaient, tenez-vous bien, quand je garde mes enfants, j'ai l'impression de faire du babysitting. Et moi, j'ai pas envie de faire du babysitting. Alors, comme si nous, des fois, on n'avait pas l'impression aussi de faire du oui, babysitting. oui, tout à fait. Mais voilà, et donc les femmes, en effet, ont beaucoup arrêté de travailler en septembre 2021 pour refaire l'école à la maison parce qu'il y a eu les confinements qui ont été renouvelés. Oui, là, du coup, on touche du doigt l'autre problématique, c'est que quand il y a un choix à faire, en fait, on sacrifie le salaire le plus bas et souvent, c'est quand même encore la femme. Donc, Ce qui lui donne peu de chances, du coup, d'augmenter son salaire, puisque faisant ce pas de retrait, elle se met sort de la carrière. elle se met en décalage voilà, de l'évolution de carrière, de l'évolution salariale, et donc on voit tout de suite le cercle vicieux qui peut se mettre en place. Ouais, c'est vraiment très très important de souligner ça. Comment toi, bah, en tant que femme tirée, je crois que tu te reconnais du coup dans Tout cette à fait. proposition. Oui. Comment tu perçois les choses aujourd'hui? Comment tu as envie justement de pouvoir de plus en plus, ou comment tu as déjà finalement déployé toutes ces facettes dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Ce que je tiens à souligner, c'est que c'est l'importance du soutien quand même de ses proches. C'est-à-dire que bon, je suis mariée, j'ai 2 enfants, mais j'ai un mari qui m'a absolument toujours soutenue dans toutes les différentes directions que j'ai pu prendre, sans vraiment se poser de questions, ce que ça peut avoir comme impact sur notre niveau de vie, etc. Je pense que, je ne sais pas, c'est comme s'il avait accepté le fait que les femmes aient des phases dans leur vie. Effectivement, il y a des phases, les études, le travail, après on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait, les choix familiaux, après il y a l'éducation, etc. Et c'est marrant, je pense qu'il avait intégré cette donnée-là et que du coup, il m'a vraiment permis à chaque changement de cap de le faire en fait. Il était derrière moi, il m'a dit, OK, si tu penses que c'est ça pour l'instant qui est bon pour toi, on y va. Et justement, en préparant un petit peu cet entretien, je me disais, l'enjeu pour les femmes actuellement, c'est de proposer des relais.
aux femmes qui ont envie de s'engager autrement ou de dévier un petit peu de leur parcours qui est tout tracé. Et que pour ça, il faut qu'il y ait des associations ou des réseaux qui se substituent à ce manque de soutien, on va dire, de leurs proches. S'émanciper toute seule, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et voilà. Donc, c'est ça que je me disais. C'est essentiel. Quand je t'entendais dire ça, je me disais, il y a peut-être des femmes du coup qui nous écoutent et qui se disent, ah bah voilà, c'est pour ça que j'y arrive pas, parce que j'ai pas le mari soutenant, etc. Bon, c'est indispensable de manière générale d'avoir un environnement soutenant, quoi qu'on fasse, en fait. Je dis des proches, ça peut être des parents, des sœurs, des amis, ou aller, si on n'a pas tout ça, parce que parfois, on est dans un environnement qui fait que on n'est pas aidé, quoi, c'est pas aidant. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'aller chercher en fait cette aide, mais c'est absolument primordial. Et là, je le dis en tant que psy. Du coup, là, je mets ma casquette de psy quand je le dis. Souvent, quand on accompagne les personnes, la première chose qu'on regarde, c'est quel est l'environnement autour de ces personnes-là. Parce que soigner la personne, si elle est dans un environnement qui est délétère pour elle et pas aidant et pas soutenant, on pourra soigner tout ce qu'on veut. D'ailleurs, si ça se trouve, la personne n'a pas à être soignée. C'est l'environnement qui a... tout à fait. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Il suffit d'enlever la personne de l'environnement et d'un seul coup, on a une rose qui éclot sans difficulté. Donc, voilà, je vous invite vraiment, si vous entendez ça et que vous dites, bah oui, bah voilà, j'ai l'explication, moi, j'ai pas d'aide, donc je suis coincée. C'est difficile et de reconnaître cette difficulté-là, mais vous n'êtes pas coincé. On a toujours la possibilité de se créer un nouvel environnement et de petit à petit changer de bulle, changer de sphère. Et en tout cas, le terreau est essentiel. Voilà, essentiel, essentiel, essentiel. Et donc, bah oui, tu ouvres le propos autour des associations, autour des réseaux. Alors, je ne savais pas que tu allais sur ce terrain-là, mais du coup, je ne peux pas m'empêcher. Est-ce que tu peux dire quel est, pour le coup, notre projet autour des réseaux, des réseaux féminins? Voilà, je crois qu'on va un peu s'inscrire là-dedans dans les prochains mois et prochaines années ensemble. Donc, allons-y, disons-le, on n'avait pas prévu, mais voilà, on est sur le sujet, donc allons-y. Oui, bon, quand même pour faire une introduction pour que les auditeurs et les auditrices puissent comprendre le sujet. En fait, donc ça fait maintenant 2 ans que l'école existe. Ce sont majoritairement effectivement des femmes qui ont des parcours un peu atypiques ou qui se sentent en difficulté dans le monde du travail dans lequel elles évoluent actuellement, qui se sentent piégées, qui n'ont pas d'outils en fait pour pouvoir répondre ou rebondir. Et très rapidement, enfin, la manière dont l'école se déroule, il y a beaucoup de moments d'échange interpersonnels. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien qui s'établissait très naturellement entre toutes ces femmes qui avaient des problématiques parfois similaires ou des expériences de vie similaires, etc. Et c'est vrai qu'après, il y a un séminaire qui est proposé et ce séminaire est très dense et crée vraiment des liens très profonds. Et très rapidement, on s'est dit, il faut aller au-delà, il y a quelque chose à construire, il y a une vraie dynamique, des vraies compétences dans ce petit réseau naissant, on va dire, avec ce lien quand même au monde professionnel qui est comment, je ne sais pas si tu as l'intention de reparler aussi de la loi Lassin ou pas, mais qui est pourquoi beaucoup de femmes, alors qu'elles semblent vraiment avoir les compétences, l'intelligence nécessaire, l'adaptabilité nécessaire, se sentent à un moment donné bloquées, que ce soit par une hiérarchie, que ce soit par une situation de violence, etc. Et pourquoi on n'arrive pas à en sortir. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un vrai enjeu, pas seulement à accompagner les femmes comme beaucoup de réseaux sur l'évolution professionnelle en tant que telle ou l'entrepreneuriat, mais qui était plus de repartir de ce que propose l'école des femmes, qui est d'aller chercher la vraie personnalité de chacune, de lui faire prendre conscience en fait de cet aspect multifacette qui est effectivement hors champ pro d'habitude, mais qui, on va le voir après par rapport aux enjeux actuels, vont être primordiaux en fait. Comment lui faire prendre conscience de ces multiples facettes et de les intégrer pour en faire une force, aussi bien professionnelle que personnelle, tout à fait. En fait, c'est ça qui est très fort dans ton approche, Ida, et dans cette école, c'est que les deux ne sont absolument pas du tout dissociés. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent bien dans sa vie perso va être beaucoup plus encline à se développer dans sa vie pro et vice-versa. Donc, c'est absolument corrélé. Et l'idée de ce réseau, c'est de justement permettre aux femmes de découvrir leurs multifacettes et d'en faire une force.
Voilà, est-ce que j'ai bien résumé comme tu le souhaitais? Ouais, en tout cas, je trouve ça génial. Où est-ce qu'on peut s'inscrire à ce réseau? Bientôt, bientôt, bientôt. Mais oui, en tout cas, c'est vrai qu'on n'était pas parti de là au départ, mais chemin faisant, au travers cet accompagnement que je vous propose, on sent bien qu'il y a une envie de faire communauté et de perdurer dans ces liens, parce que précisément, bah voilà, c'est un environnement que finalement, qui s'est créé finalement et dont vous pouvez bénéficier à plein d'égards. Et en effet, il y a vraiment cette volonté du coup d'aller vers la création de ce réseau qui peut offrir la continuité de ce lien, et puis sans doute aussi d'autres choses à travers l'échange de compétences. Je peux peut-être dire déjà, bah voilà, un premier élément qui a été construit, c'est l'annuaire de l'école. Donc, bah voilà, on peut se contacter, on peut faire appel à des compétences personnelles et professionnelles qui sont déjà là dans le réseau à proximité. Et puis ensuite, bah voilà, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir s'étendre à Oui, ce qui est partir de très là. intéressant aussi, et l'environnement que tu as créé est vraiment important, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'environnement. Il y a un niveau, le premier niveau, la base, c'est un environnement extrêmement sécurisant et bienveillant, parce que pour pouvoir découvrir ces multifacettes, il faut se sentir en sécurité pour aller se chercher, se dévoiler, etc. Et donc, il y a vraiment cet enjeu-là aussi, à un moment donné, même au sein d'un réseau plus élargi, de permettre des bulles, en fait, où les femmes se sentent absolument en confiance et prêtes à explorer ces multifacettes. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui donne aussi la force. On est en train de faire un truc incroyable. Tant qu'on y est, on peut le dire aussi. Bah, allons-y. Euh, Parce qu'en fait, je trouve cette expérience extrêmement intéressante. Et du coup, bah, je vais le dire aussi. C'est-à-dire que moi, je suis là pour vous accompagner en tant que psychologue, en tant que coach, en tant qu'ancien manager, voilà, sur des aspects Les plus peut-être multifacettes, quoi. de transmission, de mentorat, etc. Mais il se trouve qu'avec votre envie de faire réseau et de faire action aussi, ben voilà, on se retrouve à créer ce réseau et on se retrouve aussi à faire émerger une journée autour de la loi X1. Alors, du coup, très rapidement, la loi X1 a été votée en décembre 2021 et promeut la place des femmes dans les organisations d'ici 2030. Donc, on avait Copé Zimmermann qui avait permis au COMEX d'être à parité. Et on est pas mal sur les COMEX maintenant. Et là, on va aller sur le niveau d'en dessous, on va aller dans les CODIR. Et donc, d'ici 2030, les grandes entreprises sont très fortement invitées par la loi, donc contraintes, pour le dire très clairement, à avoir des comités de direction, à parité. Donc, ça veut dire qu'on va venir chercher les femmes. Ça veut dire que les femmes doivent être en conscience aussi qu'on va venir les chercher et qu'elles vont avoir des opportunités et être prêtes à dire oui ou à dire non, mais dans l'un et l'autre, il y a quelque chose à créer pour dire oui dans de bonnes conditions et pour dire non dans de bonnes conditions, parce que il ne s'agit pas d'avoir une double peine, hein, du coup. Hein. Oui. On sait très bien que quand on refuse un poste, ça peut mettre en tension dans une entreprise. Donc, comment est-ce que je me positionne pour être entendue, que je dise oui. Et donc, ça veut dire être entendu peut-être sur mes conditions salariales, sur mes conditions organisationnelles, sur les conditions de qui je veux dans mon équipe. Enfin, il y a un tas de choses à faire quand on dit oui sur un poste Sur de les modes direction. de décision. Les modes de décision exactement. Et sur qui est mon chef. Enfin, voilà, il y a plein de choses à aller préparer. Et quand je dis non, bah, comment je dis non pour être accepté dans mon non par l'autre. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui vont se jouer. On a des métiers en tension, on a un monde qui s'oriente vers le digital, vers des changements au niveau de l'environnement. Et donc, ça veut dire aussi comment est-ce que nous, femmes, on est présentes à cet endroit-là pour construire le monde de demain. Voilà, donc ça, c'est des enjeux qui sont très, très forts. Et donc, ce 25 juin, on se réunit. Et c'est vrai que Premier grand événement. c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge d'être plus. Voilà, on est une dizaine, même un peu plus, je crois, à être mobilisés autour de la création de cet événement. On a eu l'objectif ambitieux on a l'objectif ambitieux d'être 100 le 25 juin et on crée ça en 3 semaines. Donc, c'est quand même un sacré. Oui, on a décidé de surfer sur la dynamique, on va dire. Voilà, et Voilà. bon, parce que vous avez pu avoir des contacts un peu plus proches de Marie-Pierre Rixin, etc. Oui. Donc voilà, donc on sort sur cette dynamique. Et pour revenir à pourquoi c'est important d'aller découvrir ces multiples facettes, je pense que dans des challenges comme cela, si on ne se connaît pas, si on ne se connaît pas soi, et si on ne connaît pas un peu les autres et les modes de fonctionnement des autres,
ça peut très vite partir en cacahuète. Ouais. Voilà. Et là, on voit bien qu'il y a que c'est tendu par le challenge qui en soi tend, hein, mais qu'en même temps, chacun arrive à piloter son truc à l'endroit, réajustement, hop, on se repositionne. Et je trouve ça très intéressant de voir ça à l'œuvre, en fait. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a deux moteurs, en fait. Il y a cet objectif qui, par rapport à cette loi Rixin, à comment les femmes vont pouvoir progresser dans le monde de demain, qui nous tient à cœur à toutes. Premièrement, ça. Et il y a effectivement ce challenge de commencer ensemble. C'est hyper intéressant de voir comment qui prend sa place, comment, etc. Et c'est une belle expérience en tant que telle. Donc, c'est hyper intéressant. Beaucoup de choses on se fait par l'expérience. Mais oui, ouais. Et pour le coup, moi, je vous emmène souvent vers le résultat, je vous emmène souvent vers l'action. Ben, là, on s'est offert l'opportunité d'être dans un coaching en live, dans un vrai truc concret ensemble. Tout à fait. Je trouve que c'est une très belle aventure. Et assez puissant. Ça aussi, ça pourrait être un leitmotiv de ce réseau. Allons-y des fois. Ouais. Voilà. Ouais. Complètement. Parce que comme ça aussi, on se découvre, en fait, par ce type d'expérimentation. Absolument. Formidable. Parlons des enjeux peut-être. Parlons des enjeux que tu perçois, toi, en ce début du XXIe siècle. On a traversé des crises successives, notamment sur les 3 dernières années, mais pas que. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est en crise depuis qu'il y a eu la guerre du Golfe, la première. Hein. Moi, je parle, 90. Je suis née en 81. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu. Voilà. Alors, à chaque fois, j'ai une copine toujours qui me dit si, vers les années 2000, c'était bien. Je dis ouais, d'accord, ok. 5 ans. Il y a eu 2-3 ans d'accalmie. Voilà. Mais bon, globalement, je trouve on prend les crises les unes après les autres et peut-être de manière de plus en plus rapprochée aussi. On est sur des séquences d'1 an, là, j'ai l'impression. Voilà. Donc, comment toi, tu perçois ça et l'impact sur nous, les femmes? Cette question, en fait, des enjeux futurs, c'est quelque chose qui m'habite au quotidien, parce que ma passion, c'est le développement durable, la transition écologique, et que je suis engagée dans ce milieu associatif. Je fais partie aussi des shifters. Donc, toutes ces associations te tiennent bien au fait des différents cataclysmes qui vont arriver et évidemment de plus en plus rapidement par rapport à ce qu'on pensait encore il y a 10 ans, puisque ça fait boule de neige. Donc, pour moi, l'enjeu principal, ça va être cette capacité d'adaptation à tous ces changements qui vont s'opérer. Parce qu'on parle évidemment beaucoup de l'impact sur l'environnement, mais en fait, l'impact sur l'environnement, soit, et c'est dramatique, mais c'est surtout qu'il va y avoir un impact sur la société absolument monstrueuse du fait des tensions sur les ressources, l'eau. Par exemple, typiquement, l'eau, c'est quelque chose dont on ne parlait pas du tout avant. On parlait beaucoup des effets du changement climatique de manière générale. Et là, on voit que ça s'est énormément accéléré en 2 ans. C'est devenu une thématique numéro 1. Donc, tout ça, évidemment, non seulement on connaît les tensions que ça va opérer au niveau international, ça on le sait depuis longtemps, les migrants climatiques, les guerres que ça peut opérer, on sent les tensions d'ailleurs géopolitiques par rapport aux fleuves, les retenues d'eau d'un pays à l'autre, les conventions qui commencent à être violées, etc. Mais ces tensions vont aussi s'opérer chez nous dans la société, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des vrais choix. Est-ce que l'agriculture, est-ce qu'on va continuer, par exemple, à faire du maïs? Il y a des vrais enjeux de société, même très, très locaux, qui vont se poser. Et pour en revenir aux femmes, en fait, il va falloir changer de mode de fonctionnement de société. C'est-à-dire que la société telle qu'elle est construite actuellement, très, très pyramidale, et je connais très bien le milieu aussi politique et des différentes strates, on va dire, administratives et des collectivités, ça ne va plus fonctionner. Fonctionner en silo, ça ne va plus fonctionner non plus. Donc, il va falloir mettre en place des organisations qui vont permettre l'émergence d'une intelligence collective en se disant que personne n'aura la solution parce qu'il n'y aura plus de solution, ça va être que de l'adaptation en permanence. Et la question qui va se poser, c'est quelle va être la moins pire des solutions. Et pour ça, il va falloir être en capacité de travailler de manière très ouverte, d'écouter l'autre. Enfin voilà, donc par rapport, c'est vrai, au monde du travail tel qu'il est quand même encore assez actuellement pyramidal, avec quelques-uns qui prennent les décisions et tout ça va être
relativement chamboulée. Et c'est là où je pense que les femmes vont avoir un rôle très, très important à jouer, non seulement parce qu'elles perçoivent les choses peut-être différemment, qu'elles sont parfois plus pragmatiques ou plus dirigées vers de l'action concrète, un peu moins peut-être je ne sais pas, ce qu'on pourrait dire, de stratégie, etc. Et parce que je pense que leur rôle se situera aussi au niveau de la transformation même de la structure de l'entreprise, sur les modes de prise de décision, sur le travail en équipe, enfin voilà. De toute façon, il y a des fonds d'investissement qui maintenant font le choix d'investir dans des entreprises qui sont dirigées par des femmes parce que l'approche est plus à moyen long terme parfois que court-termiste. Il y a cette projection aussi. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on donne pour l'instant encore la vie ou pas, enfin, qu'il y a une espèce de sens de responsabilité plus à moyen long terme. Mais en tout cas, oui, il y a un vrai enjeu à intégrer les femmes dans les strates de prise de décision. Et comme tu disais, la question va être comment, de quelle manière ça va se passer, ce choc. Quand tu dis ça, je pense vraiment aussi aux deux polarités sur lesquelles on travaille au sein du programme de l'école, parce que ça fait vraiment sens par rapport à ça. C'est cette notion de performance et de bien-être. Et ces deux plateaux de balance polarisés, en fait, on a poussé la performance par la révolution industrielle. Ouais. Et nos capacités d'ingénierie dingues. Enfin, en un siècle, si on regarde les innovations, voilà, on vole dans le ciel, on fait rouler des trains à 300 km/h, on a tout ce dont on a besoin pour nous faciliter la vie. On a une machine. Je me suis fait la réflexion hier en allant me balader au parc à côté de chez moi. J'ai pris que mon téléphone, mais je me suis dit, en fait, j'ai bossé tout le long dans le parc. Oui. J'étais partie pour me balader. Mais en fait, comme j'ai tout mon bureau là-dedans, ouais. Ben, j'ai fait des vidéos, j'ai regardé mes mails, j'ai fait mon tableau Excel de compte. Et en rentrant, j'étais censée marcher 1 heure et me détendre. Et juste parce que je suis partie avec cette petite machine, mes clés dans la poche, hein, je suis partie comme ça. Hein. Ben, en fait, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire. Me promener et prendre l'air, en fait. Donc, voilà. Donc, justement, ça montre bien. Cet exemple-là montre bien ce que je voulais dire. Performance. Donc, ouais, j'ai été performante. Hein, j'ai fait plein de trucs. On est très performance. Mais alors, dans le besoin du bien-être, être au contact de la nature, faire en sorte de me régénérer mon corps, enfin voilà, ce qui est utile, hein, parce que sinon, en fait, juste, on n'est plus là. Si on ne peut plus régénérer son corps, son esprit. Et donc, je trouve qu'on a vraiment cet enjeu de trouver le point optimal d'équilibre entre performance et bien-être. Si on n'est que dans le bien-être, moi j'ai appelé ça, on est dans une forme de désengagement par rapport à ce dont on a besoin aussi pour, pour avoir une jolie maison. Enfin voilà, ok. Mais si on n'est que dans la performance, on crame tout en fait et on sacrifie tout finalement. Et je pense que c'est pire que jamais parce que, on le voit dans beaucoup d'organisations, en fait. C'est vrai que les entreprises sentent qu'il va y avoir un changement, mais elles ne savent pas encore comment le prévoir, comment elles vont devoir l'intégrer, réagir, etc. Il y a une course à la technologie qui est absolument effarante. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à investir des milliards dans des outils informatiques, quels qu'ils soient, des logiciels, je ne sais pas quoi, de prévision, et qui, au contraire, comme tu le dis, déconnecte encore plus, en fait, parce que tu te fies tellement à cette technologie que tu n'arrives même plus à ressentir, parce que quand tu disais cette histoire de bien-être, ça va au-delà. C'est en fait se reconnecter, avec ce qui nous entoure, ce qui nous est important, devrait être notre moteur principal. Cherche uniquement de faire de bonnes décisions si on est complètement déconnecté. Il y a c'est très, très important ce que tu évoques, en fait, de trouver des moyens de se reconnecter à soi, à son entourage, à son environnement naturel, ou les liens, les relations, etc. Et c'est vrai que oui, on est vraiment poussé à aller trouver collectivement ce point-là. Après, ce qui est difficile, c'est que ça nécessite des rétropédalages à certains endroits. Et de calmer la machine. Moi, j'ai passé 1 an avec quelqu'un qui m'a accompagnée et qui disait quand 2 personnes courent dans la mauvaise direction, c'est le premier qui gagne, c'est celui qui s'arrête. Et peut-être que les femmes ont un rôle à jouer
dans le fait de faire arrêter la course, en fait. C'est exactement ça c'est exactement ça que j'essaie de dire. Elles ont un rôle à jouer sur la restructuration des choses, en fait. Sur la structure même de comment sont prises les décisions, oui, comment sont mises en place les décisions. Oui, je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. Alors, il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de la liberté. Si on parle de liberté, si on parle d'être une femme libre, pour toi, ça veut dire quoi? Et est-ce que toi-même, tu te présenterais comme étant une femme libre? Oui, peut-être. Alors, par rapport à cette thématique, ce qui m'est revenu, c'était quand j'ai accouché et que tu t'es retrouvée entre deux personnes très dogmatiques et l'une te disait il faut allaiter et l'autre elle disait non, 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 ça sert à rien, machin. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, pour moi, la liberté d'une femme, c'est qu'elle puisse choisir elle-même ce qui lui semble bien quand ça lui semble bien. Et il y a beaucoup d'injonctions qui sont faites aux femmes. On voit bien, notamment par rapport à l'éducation, cette fameuse éducation bienveillante, positive, etc., qui est un gouffre psychologique pour beaucoup de femmes. Parce que dès qu'elles sentent la moutarde monter et qu'elles ont envie de crier ou je ne sais pas quoi, elles se sentent hyper culpabilisées. Donc, arrêtons les injonctions envers les femmes. Présentons le champ des possibles. Et après, il faut leur faire confiance. Il faut qu'elles se fassent confiance en se disant, OK, je suis en capacité moi-même, je sais ce qui me convient, pas ce qui est bien ou mal, mais je sais ce qui va répondre à mes besoins maintenant. Et c'est ça pour moi la liberté qu'on doit offrir aux femmes. Ouais, complètement. D'autant que je trouve que l'exemple de la discipline, de l'éducation, on va dire éducation, parce que je vais revenir sur le mot discipline positive, est assez révélateur, je trouve, de ces injonctions qu'on peut recevoir. Et d'autant que c'est un peu le truc de bouche à oreille, tu sais, donc qui arrive mal à celui qui reçoit, tu vois, au récepteur. La moitié du message qui est resté en cours de route. Ben oui, et du coup, pour le peu qu'on arrive à comprendre de ça, on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire et qui est attendu. C'est ça. Alors qu'en fait, déjà, au niveau de l'émetteur, c'est pas du tout ça. Exactement. Oui. C'est beaucoup de raccourcis. Et que finalement, on était par son instinct, on va dire, ou sa bonne capacité à raisonner, parce que quand même, on a tous un cerveau et on est capable de créer par soi-même aussi des raisonnements qui tiennent la route. On n'était pas si loin de la philosophie de départ, quoi. Et j'en parlais avec une amie qui justement fait partie des personnes qui prônent la discipline positive. Et justement, elle incite beaucoup sur la notion de discipline. C'est pas la même chose. Mais oui, et à force d'avoir déformé tout ça, c'est un peu comme psychologie positive et pensée positive. On croit qu'il faut être des bisounours avec les yeux tout écarquillés, alors que c'est pas du tout ça. On a besoin de cadre, on a besoin de repères, on a besoin de dire non, et pas du tout de devenir une carpette où on peut tout faire sur nous. Et donc, quand on est maman, avoir des enfants qui prennent toute la place et qui piétinent. Non, c'est pas ça. Et c'est même peut-être même pas positif d'en arriver à ce point-là de... Ah non, certainement que les effets pour les enfants sont absolument néfastes. Voilà. Tout à fait. Donc oui, se faire confiance. Donc toi, tu aurais envie de dire la liberté, finalement, c'est se faire confiance, c'est revenir à ce qui nous paraît juste à un moment donné. C'est se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi, à son bon sens quand c'est le bon sens, mais aussi à sa capacité à aller se renseigner par soi-même et à aller connecter les informations les unes avec les autres, y compris les informations contradictoires, et de décider à quel endroit on a envie de se positionner. C'est ça aussi, d'être adulte, finalement. C'est ça. C'est avoir la curiosité de chercher d'autres voies ou d'interroger d'autres possibilités que ce qui nous est offert par notre entourage ou par des bien-pensants. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Je trouve que pour les femmes, il y a vraiment cet enjeu-là à avoir l'audace de... Nous, on dit prendre sa place, mais de se dire, là, je suis là, en fait. Je suis là et ce qui m'a amené là, c'est telle ou telle raison, telle ou telle connaissance, telle ou telle histoire. Mais en tout cas, je me positionne à cet endroit-là et c'est celle que j'assume pour le moment. Et il y a vraiment ce sujet-là d'assumer, d'être en responsabilité. C'est important
de le replacer dans un espace temporel. C'est-à-dire que ce qui est juste aujourd'hui, ça répond à un besoin aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça. Et c'est ça que je trouve très passionnant chez les femmes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du fait de notre cycle hormonal, de plein de choses, notre vie, on traverse la vie avec des cycles, par des cycles en fait. Et du coup, on est beaucoup plus encline à devoir se re-questionner, se réadapter, faire des choix à un moment donné. Et c'est extrêmement riche et ça participe tout à fait à la construction de cet aspect multifacette. Et c'est vraiment ça qu'il y a à mettre en avant actuellement et notamment dans le monde du travail. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que je me sens libre? Alors, certainement que je me sens très, très libre par rapport à beaucoup de femmes, c'est sûr, comme je l'ai expliqué. Maintenant, on a tous des freins intérieurs. Voilà, ça c'est très important. C'est pour ça que c'est important aussi de se faire accompagner à ce niveau-là. Parce que je sais qu'il y a plein de moments où j'ai fait des choix, non pas parce que je n'avais pas envie d'y aller, mais parce que j'avais peur d'y aller ou que je n'avais pas confiance en moi. Et c'est un peu quand même une problématique récurrente, on va dire, chez les femmes. Et c'est aussi en lien avec la loi Rixin. Si effectivement le cadre professionnel ne leur donne pas envie d'y aller, c'est une chose. Mais si c'est parce qu'elles ont peur d'y aller ou pas confiance en elles, c'est là où c'est un peu plus problématique. Et donc, gagner sa liberté, c'est aussi réussir à se défaire d'un certain nombre de peurs, de craintes, de projections, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup. Pour finir cet échange qu'on pourrait poursuivre encore des minutes et des minutes, oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes à travers cette notion de femmes aux multiples facettes, de possibilité en effet de dépasser ses propres empêchements et aussi les empêchements extérieurs Voilà, quel est le message que tu aimerais passer aujourd'hui? Prenez le risque de vous rencontrer. C'est ça que j'aurais envie de passer comme message. Très joli. Prenez le risque de vous rencontrer. Ben, écoute, je te propose qu'on termine là-dessus, Carole. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. C'était très, très riche comme échange. Merci beaucoup à toi aussi, Ida. Merci à toutes de votre écoute et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À tout bientôt.